Alors, allons-y. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette séance d'information du projet Ligne bleue du métro de Montréal. Il s'agit d'une séance à l'intention des riverains à proximité du chantier de l'atelier et du garage souterrain Anjou. Tout d'abord, merci de votre présence. Je m'appelle Benoît Cléroux. Je suis conseiller en communication pour le projet Ligne bleue et je serai l'animateur de la rencontre d'aujourd'hui. Mon rôle est d'agir comme maître de cérémonie afin d'assurer le bon déroulement de la séance. Je souhaite préciser que cette rencontre d'information est enregistrée et qu'elle sera disponible dans quelques jours sur notre site web pour les riverains qui n'ont pas été en mesure de se libérer pour cette rencontre. La séance d'information se déroulera en français, mais les participants qui souhaitent poser leurs questions en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address a question in English, you are welcome to do so. L'objectif de la séance d'information d'aujourd'hui est de vous présenter le projet du prolongement à la ligne bleue et plus particulièrement l'implantation du chantier de l'atelier du garage souterrain Anjou. Voici comment se déroulera cette séance d'information. Tout d'abord, deux de mes collègues du bureau de projet vous feront une présentation sur le projet. La présentation devrait durer approximativement une trentaine de minutes et par la suite, nous procéderons à une période de questions. Nous vous suggérons d'attendre la fin de la présentation pour commencer à poser vos questions car il est fort probable que plusieurs d'entre elles seront couvertes pendant la présentation. Certaines personnes nous ont envoyé des questions dans le formulaire d'inscription. Nous les remercions. Les réponses à plusieurs de celles-ci seront abordées dans la présentation et je poserai les autres questions au présentateur durant la période de questions. Vous pourrez poser vos questions par écrit en cliquant sur l'icône Q&R que vous voyez à l'écran, donc dans le haut de votre écran personnel. Ces questions donc me seront transmises et je les poserai moi-même à mes collègues. Étant donné le nombre élevé de personnes que peut accueillir cette rencontre, il ne vous sera pas possible de poser vos questions à haute voix. Il est donc inutile de lever la main durant la présentation ou la période de questions. On voit aussi à l'écran, donc, pour les personnes qui veulent poser une question à partir de leur portable. C'est sensiblement la même méthode. Alors, pour les participants qui souhaiteraient poser une question très spécifique ou personnelle, vous pourrez faire en nous écrivant à l'adresse courriel liaison@projetlignebleu.info. Je le disais tout à l'heure, deux représentants du projet Ligne bleue sont présents aujourd'hui pour vous présenter toutes ces informations. Il s'agit de M. David Chartier, directeur construction, ainsi que de Mme Ala Meillot, directrice de projet. Maintenant, je laisse la parole à David Chartier. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Je viens vous expliquer le prolongement à haut niveau et après ça, ma collègue va pouvoir vraiment vous donner plus d'informations vraiment sur la portion du garage qui vous intéresse un peu plus puisque c'est dans votre secteur. Donc, il faut comprendre que le bureau du projet Ligne bleue, aussi appelé prolongement Ligne bleue, a été mis en place au nom de la STM. Donc, c'est la STM qui est le gestionnaire du bureau de projet. Qui exécute en fin de compte toutes les activités nécessaires à la mise en service. Donc, on est comme donneur d'ouvrage, donc on s'occupe d'octroyer tous les contrats pour la réalisation du projet et en même temps, on s'occupe de la santé-sécurité sur l'ensemble des sites, donc sur les 16 sites qui sont en activité. Le bureau de projet est gouverné par 5 entités, donc le MTND, anciennement connu sous le MTQ, donc le ministère du Transport et de la Mobilité durable, la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures, la RTM, c'est l'Agence régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal, ainsi que la STM exploitant. Donc, nous, on est vraiment bureau de projet, donc on est une entité qui a été créée avec plusieurs consultants et personnes du bureau de projet qui fait en sorte qu'ils réalisent selon les décisions stratégiques que nos partenaires prennent.
Nous sommes environ à 85 d'avancement de la conception. Donc, il y a beaucoup déjà de conception qui est terminée pour les contrats comme d'escalation. Les prochains, les stations, on est en train de finaliser. Donc, on est très avancé. Toute la conception est faite par nos gens au bureau de projet. Donc, on est plus de 500 qui travaillent au bureau de projet à réaliser autant la conception que la portion de mise en œuvre et de surveillance des différents contrats. On chapeaute toutes les activités jusqu'à la mise en exploitation, c'est-à-dire jusqu'à ce temps que le premier usager va prendre le prolongement, donc à partir de Saint-Michel ou à partir d'Anjou et qui va se promener. Donc, toutes les activités qui sont à faire avant ça, c'est nous qui sommes en charge. On interagit avec la communauté locale, donc autant avec les arrondissements, les citoyens des arrondissements, nos adjudicataires, donc ceux qui obtiennent les contrats donc de construction, donc les entrepreneurs, ainsi que les médias. On collabore également avec la STM, mais dans le rôle du propriétaire. Donc, la STM qui, à la fin, va avoir les différentes infrastructures et va les opérer. Donc, on collabore avec eux qui ont un rôle propriétaire, ainsi qu'avavec la RTM, puisque les deux terminus métropolitains qui vont se situer à P9 et Anjou vont être de leur responsabilité. Le prolongement, ça fait très longtemps qu'on l'attend. On parle dans les fins des années 70, donc ça fait très longtemps qu'on l'attend. On savait que ça s'en venait. Et là, c'est vraiment une réalité. Vous allez voir plus loin, on a des photos qui montrent concrètement que ce n'est pas du Photoshop, c'est vraiment, il y a des travaux qui sont en ligne. Donc, ceci va améliorer de beaucoup la mobilité dans le secteur. Elle va venir renforcer également l'intermodalité dû au fait qu'on s'en va se raccorder au SRB P9 qui est déjà en opération. Ça va amener un grand essor économique du secteur et également du développement urbain et développement domiciliaire. On a également un souci d'intégrer toute la notion d'accessibilité universelle. Donc, autant on parle d'ascenseurs, mais aussi nos stations sont pensées pour avoir un cheminement pour les gens qui ont, on va dire, une perte de vue, etc. Même aux alentours de nos stations, c'est pensé par rapport à l'accessibilité universelle. Également, on s'inscrit dans un développement durable, donc c'est-à-dire qu'autant on cherche à aller chercher une certification Envision, qui est l'équivalent d'une certification LEED pour une infrastructure, mais également c'est dans un souci aussi de bon rayonnement, de faire du développement durable. Également, ça nous aide à réduire aussi notre empreinte et également, ça nous aide à innover à travers toutes nos stratégies. En chiffres, on va passer celle-là assez vite, là, mais en gros, il faut comprendre qu'on va avoir 20 000 passagers à l'heure de pointe le matin qui vont utiliser le prolongement de la ligne bleue. Donc, 20 000, c'est l'équivalent d'une petite ville qui va prendre les métros. Ce qui est très important à prendre en considération, c'est le 8 minutes qui va être le délai, le parcours pour passer de la station Anjou jusqu'à la station Saint-Michel. Présentement, le parcours en autobus, là, théoriquement, ça serait 22 minutes, mais on sait que ce parcours-là, souvent, il est beaucoup plus long dû, en fin de compte, au feu de circulation, dû à la congestion, etc. Le prolongement, c'est 5 nouvelles stations accessibles. Donc, on parle de la station P9, Bio, Lacordaire, Langelier, Anjou. Il va y avoir les vrais noms qui vont communiquer durant l'été, on l'espère. Mais présentement, c'est les noms qu'on utilise. Ces 5 stations-là sont accompagnées de structures auxiliaires. Donc, c'est des bâtiments qui sont techniques, toujours situés entre deux stations ou à la fin, on va dire, d'un tunnel qui viennent emmener de l'énergie ou de venir de l'énergie qui vont venir faire une station de pompage donc pour s'occuper de retirer l'eau de nos installations et également qui servent de sortie d'urgence et de ventilation pour nos différents tunnels. On a en plus de ça à P9 et à Anjou 2 terminus, donc 2 boucles d'autobus qui vont être sur le site. On a d'autres bâtiments plus techniques au dos de la station Saint-Michel et toute la portion du garage que tantôt Alain va vous présenter vraiment, qui est une infrastructure souterraine du secteur qu'on a touché. On voit ici une coupe qui vient montrer un peu la profondeur du tunnel. C'est juste pour vous montrer, premièrement, qu'on est assez profond, même beaucoup plus profond que
la majorité des stations déjà construites. Donc, la station Saint-Michel, on se situe environ à 17 mètres de profond. On va atteindre des profondeurs de 40 mètres pour des structures auxiliaires, donc qui est tout le temps un point bord de deux stations. Mais dans le secteur d'Anjou, on se tient à 25-30 mètres. C'est par rapport à aller chercher une compétence de roc, donc de toujours construire dans un roc qui est de bonne qualité, qui fait en sorte qu'on peut réduire de cette façon-là tout l'enjeu de construction de structurale autour de nos stations. Donc, on a une certaine économie à faire ça. Et plus c'est profond, plus en surface, vous ressentirez moins ou pas nos différents creusages de tunnels. En gros, on a fait beaucoup de puits d'exploration avant les chantiers pour s'assurer de bien connaître notre souterrain, qui fait en sorte que on connaît notre géologie, on connaît nos enjeux, on connaît nos enjeux qui nous demandent de travailler un peu plus fort dans certains secteurs, mais qui fait en sorte que pendant qu'on va avancer, on n'aura pas à se re-questionner sur nos stratégies. Donc, on devrait ne pas avoir de surprises puisqu'on les a déjà découverts et déjà pris en compte. On va excaver environ 2,4 millions de tonnes de roc. Une grande portion de ce roc-là va être excavé à l'aide d'un tunnelier et le roc va sortir, tout ce qui sort du tunnelier va sortir à la station Pinot. Même si on est rendu près de la station en joue, le roc va quand même cheminer à travers nos tunnels et va sortir en surface à la station Pinot. Donc, dans les secteurs concernés, donc Anjou, ça va être le roc d'Anjou qui va sortir des excavations qui sont dans ce secteur-là. À terme, on parle environ de 2000 travailleurs qui vont être à pied d'œuvre à un certain moment. Il faut comprendre que nos travaux sont en souterrain, donc c'est à travers 16 sites vraiment dédiés que nos travaux s'exécutent. Donc, ce n'est pas 2000 travailleurs qui sont au garage Anjou ou à la station Anjou, c'est vraiment à partir de Saint-Michel et on a même des travaux qui sont sur la ligne existante, donc dans des stations déjà existantes. Sur le terrain, pour vous montrer que c'est du concret, on avance bien. Ici, on peut voir à la station P9, vraiment, ça, c'est l'excavation de la future station. On peut voir qu'on est rendu environ à 18 mètres de profond. On a 21 mètres à atteindre, donc on est déjà très avancé. Ici, c'est la rue P9 et dans l'autre sens, c'est la rue Jean-Talon. Donc, on voit qu'on empiète sur la rue Jean-Talon. C'est la raison pour qu'on l'avait fermée. La station Villot, on est un peu moins avancé, puis c'était prévu dans notre échéancier puisqu'on avait un aqueduc de la ville à déplacer avant le début réel des travaux, mais on a moins épais de sol avant d'atteindre le roc, donc on devrait avancer à un certain moment à une fréquence qui va être plus avantageuse. Les autres stations qui sont avancées, on a la station Lac, on voit ici encore l'excavation principale, et dans le parc juste en face, on voit la future sortie de secours qui est aussi en excavation. Il faut comprendre que les nouvelles stations comprennent tout le temps un édicule principal, donc un bâtiment qu'on connaît bien dans le réseau actuel, mais en plus de ça, sur les quais, on a une sortie de secours pour les évacuations dû au fait que c'est un environnement souterrain. La station L'Angelier, c'est un des sites qui est très avancé. On voit encore là ici le fameux transept qu'on appelle, donc c'est l'excavation principale de la station. La rue L'Angelier ici et la rue Jean-Talon qu'on voit qu'on a vraiment excavé en grande partie puisque la station se retrouve sous la rue Jean-Talon. Encore là, la station L'Angelier, on est en avance sur nos échéanciers, qui est une bonne nouvelle puisque notre but, c'est de se faire des marges pour réussir à réaliser dans les délais qu'on s'est donnés. Plus près de chez vous, à la station Anjou. On peut voir l'Anjou Ouest, donc dans le stationnement des galeries d'Anjou. On peut voir que l'excavation avance quand même bon train parce qu'elle a été mobilisée après les fêtes, tandis que les autres étaient mobilisés depuis septembre. Donc, on voit que ça avance quand même bon train. On est dans les échéanciers présentement et on voit sur l'accès Est, donc à l'est de l'autoroute 25, le site qui est en train de se mettre en place avec l'érection de l'enceinte de chantier, donc avec les murs anti-bruit qu'on va parler un peu plus loin, qu'on vous allez avoir aussi au garage pour s'occuper de maintenir un environnement adéquat. Gros projet amène des équipements quand même qui sont rarement vus au Québec.
Donc, on va utiliser différentes stratégies pour excaver nos différents puits et tunnels. On utilise le microdynamitage contrôlé. Présentement, il est utilisé juste à l'Angelier dans la sortie secours. Donc, c'est le seul site à date qui est visé par le microdynamitage. Il va en avoir sûrement à d'autres endroits, mais présentement, des nouvelles techniques qui sont mises en place à plus grande échelle sont utilisées, qui est l'éclateur de roc. Donc, c'est vraiment une technique qui est très sécuritaire, qui a presque pas de vibration, sinon pas de vibration, et qui amène quand même les entrepreneurs à aller à une cadence plus rapide. On a, pour les tunnels, ça va être des haveuses la plupart du temps qui vont utiliser. Une haveuse, c'est un équipement qui a une grosse mâchoire à l'avant qui fait des rotations, qui vient gruger le roc, et le roc est après ça acheminé vers l'arrière, soit par convoyeur ou soit avec un chargeur sur roue, là, on a communément appelé un loader qui va venir chercher le matériel. Donc, la plupart de nos tunnels au garage devraient être réalisés de cette façon. Pour le tunnelier, on le voit ici à la droite, c'est un tunnelier qui a un diamètre de 9,6 mètres, qui est presque fini d'être construit en Europe. Il va prendre le bateau dans les mois qui s'en viennent pour être au Québec en octobre-novembre, et il sera lancé à partir de avril 2026. Tous ces équipements-là, en plus de d'autres équipements, donc il y a de l'excavation mécanique standard, est quand même contrôlé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vibration hors standard. Donc, nous, on a vraiment des normes par rapport au bruit, par rapport à la vibration, par rapport à la poussière. C'est tous des éléments donc, qui sont pris en compte pour s'assurer que les équipements qui sont utilisés sont adéquats. Il faut savoir que ces équipements-là, autant les haveuses que les tunneliers, c'est des équipements électriques. Donc, ça l'aide beaucoup du côté des émanations et aussi du bruit. Rapidement, quand même, il va se rendre jusqu'à Anjou-Ouest, le tunnelier. Le principe d'un tunnelier, c'est à l'avant, il y a une roue de coupe qui vient découper le roc à l'avant du tunnel. Elle est montée par convoyeur après ça et elle transite jusqu'à son point d'extraction. Et le point d'extraction va toujours être la station P9. Donc, à un certain moment, quand le tunnelier est rendu près de la station Anjou, on va avoir environ 5,5 km de convoyeurs installés en tunnel pour sortir le roc à la station P9. Et on voit ici les voussoirs. Les voussoirs, c'est une pièce de béton préfabriquée avec un circulaire qui va être acheminé par des transports à partir de P9 qui va venir jusqu'au tunnelier où ils seront utilisés. Ces voussoirs-là vont créer en fin de compte un anneau qui va venir créer notre structure de tunnel. Donc, jusqu'à la station P9, et le tunnelier va être jusqu'à la station Anjou, et le tunnelier va être sorti de terre à la station Anjou-Ouest, donc du côté des galeries d'Anjou. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Ala qui va vraiment vous parler en priorité et en gros de l'atelier du garage souterrain Anjou. Merci Ala. Merci David. Ben, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce midi. Je suis aussi ici aujourd'hui avec mon équipe pour vous présenter là, les grandes lignes de cette portion là, du projet Ligne Bleue, donc qui est une portion essentielle là, pour le réseau de métro de Montréal. Donc, le garage souterrain Anjou là, se situe entre la voie de service de l'autoroute 25 et du boulevard métropolitain. Donc, ce que vous voyez en gris, là, c'est le tracé souterrain des différents tunnels du garage. Je vais pouvoir là, un peu plus tard là, vous expliquer en quoi ça consiste là, le garage. Mais ce que je vous présente ici, là, c'est son tracé, donc en gris. Ce ne sera pas des travaux à ciel ouvert, là, bien entendu. Donc, pour effectuer ces travaux-là, on va avoir besoin de puits d'accès. Juste pour vous situer, on a ici le parc Talcy. On a également l'îlot ici avec de Bourgneuf, de La Roche-sur-Yon et de Ronceret, où on trouve le CPE au Petit Soin, ainsi que l'annexe de l'école Wilfrid Pelletier, pardon, et comme point de repère, là, le centre communautaire Anjou.
Donc, bien que le garage soit entièrement souterrain, à la fin des travaux, on va voir 3 principales structures hors terre. La principale structure hors terre qu'on va voir se situe au niveau du site actuellement occupé par Transco. Donc, ça va être la structure atelier où on va trouver là, un bâtiment administratif là, pour les opérateurs et les ouvriers d'entretien du garage souterrain. Et 2 autres structures auxiliaires plus techniques, là, donc comme l'a mentionné David, pour la ventilation, secours, puis également là, pour les différents services utiles au train. Donc, au nord de la 40, donc Pauline, qu'on appelle Pauline Vanier, qui est sur un site d'Hydro-Québec, et une autre structure auxiliaire sur de Bayot à cet endroit-ci. On reviendra au cours de l'année prochaine, vous présenter plus spécifiquement les travaux sur cette structure-là spécifiquement. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur des interventions qui vont débuter dès cet été autour du parc Telsy. Donc, plus d'informations le suivront sur la structure de Bayot qui débutera un petit peu plus tard dans l'année. Donc, je vous ai parlé tantôt d'accès à pour effectuer les travaux souterrains. On va effectuer 3 principaux puits d'excavation. Donc, ces puits-là verticaux vont nous permettre d'avoir accès au souterrain. Les puits vont faire une profondeur là, de 20 à 30 mètres, là, comme on vous l'a montré. Une fois qu'on a accès à ces puits-là, ben là, on va pouvoir débuter l'excavation des tunnels parce que, comme vous l'a dit David, le tunnelier va s'arrêter à l'ouest de l'autoroute 25 et par la suite, le reste de l'excavation va se faire avec différentes méthodes d'excavation. Par conséquent, ces travaux-là vont pouvoir se faire en parallèle là, du tunnelier. Donc, un principal puits va être au niveau du parc Telsy. Et où on va trouver le faisceau du garage. Je vais vous montrer tantôt le faisceau, c'est l'endroit là, où se divise un tunnel en plusieurs tunnels. Et un autre puits d'excavation au niveau de Pauline Vanier, au nord de la 40. Et le 3e puits d'excavation va être au niveau du site Transco. Donc, dès cet été, on va débuter l'excavation de ces 3 puits-là aux 3 endroits là, que je vous ai montrés. Donc, je poursuis. Donc, qu'est-ce qu'un atelier puis un garage souterrain? Donc, c'est principalement pour l'entreposage des trains, le nettoyage des voitures et des réparations mineures là, de manière préventive. Il faut savoir là, pourquoi cette infrastructure-là est aussi longue? Ben, on a la capacité d'entreposer jusqu'à 16 trains. Pourquoi autant de trains? Ben, le nombre de trains qu'on peut entreposer nous permet d'avoir une fréquence de métro là, pour les clients plus élevée. Donc, c'est directement en lien avec la qualité du service de la ligne bleue et du métro de Montréal. Et à titre indicatif, un train fait 150 mètres, donc avec la capacité de 16 trains, ben, ça nous donne à peu près 2,5 km de tunnel seulement pour le garage souterrain. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une infrastructure importante pour la ligne bleue. Donc, les images qu'on voit, donc ça, c'est des photos du garage Côte-Vertu, un projet qui a été réalisé récemment à la STM. Donc, ce qu'on voit à cet endroit-ci, c'est le fameux faisceau. Donc, là où on va avoir un tunnel se sépare en plusieurs tunnels et un exemple d'un atelier d'entretien de garage. Puis, si vous êtes curieux et vous voulez voir comment se déroule ce type de travaux-là, comment s'est passé le projet du garage Côte-Vertu, ben, sur le site de la STM, dans les projets majeurs, il y a des vidéos explicatives là, qui pourront vous donner davantage d'informations là-dessus.
Au niveau des bâtiments auxiliaires, donc au niveau de l'atelier, là encore, ce que vous voyez à droite, là, c'est l'exemple de l'atelier en surface du garage Côte-Vertu qui abrite les espaces administratifs là, pour les employés de la STM qui exploitent et entretiennent le métro. Donc, ça permet de faire les travaux de maintenance. Le gabarit là, de ce bâtiment-là est d'à peu près 2 étages et comme je le mentionnais plus tôt, c'est un bâtiment qui va se situer à l'emplacement du site Transco et les accès là, à ce site-là se fait principalement là, de la voie de service. L'apparence du physique, là, de l'architecture du futur atelier Anjou là, sera dévoilée là, prochainement, là, donc restez à l'affût. Et pour ce qui est des 2 autres structures auxiliaires, donc celle Pauline Vanier et sur de Bayot, c'est des plus petites infrastructures, donc plus à une échelle d'un étage. Des exemples que vous voyez ici, donc Saint-Grégoire et Bercy, ce sont des structures auxiliaires qui se sont faites ailleurs là, sur le réseau du métro de Montréal. Elles sont différentes. Pourquoi? Elles sont faites pour s'intégrer le mieux possible au quartier et l'architecture dans lesquels ils s'insèrent. Donc, maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de l'emprise que le chantier autour du parc Telsy aura lieu dès le début des travaux cet été. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des travaux d'envergure. La première étape pour le PLB et l'entrepreneur va être de se mobiliser pour les prochaines années pour faire les travaux, c'est-à-dire installer les clôtures, le périmètre du chantier, les murs anti-bruit, les toiles anti-poussière et également les roulottes là, pour les différentes équipes, autant du PLB que de l'entrepreneur. Donc, les zones que vous voyez, donc en hachuré orange, c'est l'emplacement l'emplacement du site Transco. On a le centre communautaire juste ici. On a le CPE aux petits soins et l'annexe de l'école Wilfrid Pelletier. Donc, ensuite, on a en mauve l'emplacement d'un site gazonné là, adjacent au CPE. Et puis, le hachuré en vert, c'est l'emprise là, sur le parc Telsy. Donc, du jour au lendemain, là, on ne viendra pas mobiliser l'entièreté du site d'un seul coup. On va le faire de manière progressive au courant de l'été. Donc, soyez à l'affût des communications puis des bulletins d'information. On va vous envoyer là, les liens de connexion pour vous inscrire là, à ces bulletins-là. On va pouvoir communiquer directement avec vous des différentes dates et des détails en lien avec la circulation et la mobilité. Donc, en gros, là, les étapes vont être la mobilisation site Transco, la portion ici sur Bourgneuf et puis le parc Telsy. Tout ça, au bout du compte, va constituer un seul et même périmètre de chantier dont l'accès principal va être effectué à partir de la voie de service de l'autoroute 40. Donc, ça veut dire que la circulation des camions et d'autres véhicules de chantier va s'effectuer, donc l'entrée principalement de la voie de service et la sortie, même chose de la voie de service. Donc, pour qu'un véhicule accède au parc Telsy, il va devoir circuler à l'intérieur du périmètre de chantier. Donc, ça va être un seul et même périmètre autour. Ce périmètre-là va engendrer 2 principales entraves. Une principale entrave sur la rue Bourgneuf, donc la portion qui connecte Bourgneuf de la Roche-sur-Yon, donc va être bloquée. Pour remédier à ce lien-là est-ouest, on va créer là, dès cet été, avant l'automne, une rue temporaire qui va connecter ici la rue de Ronceret à la portion sud de la Roche-sur-Yon.
Donc, cette rue-là, on a une entente avec la ville. Je rappelle qu'on travaille en étroite collaboration PLB avec les instances municipales, donc autant l'arrondissement que la ville-centre, mais également avec nos partenaires qu'on a déjà rencontrés, le CPE aux petits soins et le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, ainsi que la direction de l'école Wilfrid Pelletier pour s'assurer de la logistique du transport, notamment le transport scolaire, les marcheurs, la sécurité aux alentours du CPE et de l'école. Sachez que les accès sont préservés en tout temps et que les mesures de sécurité, le marquage est conséquent là, aux mesures de sécurité qu'on vise. Donc, une deuxième entrave qui est prévue, et celle-là, elle va être permanente là, tout le long du chantier, c'est l'entrave qu'on voit ici là, de la Roche-sur-Yon, qui, au niveau du côté nord du parc Talcy, va devenir une impasse. C'est-à-dire il n'y aura pas de croisement entre des véhicules de chantier et la circulation locale. Donc, si je poursuis ici, ça va impliquer que si on est marcheur là, ou piéton, le trottoir au nord actuel, là, au nord du parc Talcy, va être préservé. Donc, on va pouvoir là, circuler autour, mais on ne pourra pas traverser de la Roche-sur-Yon du nord au sud. La principale raison pourquoi on fait ça, c'est la sécurité. On veut éviter tout croisement entre des marcheurs, particulièrement là, les enfants à proximité de l'école et les véhicules de chantier. Donc, on comprendra là, que le principe est d'isoler les circulations de chantier de la circulation locale. Ceci dit, du côté sud de la Roche-sur-Yon, elle devient à sens unique et sur Trémolière également, et la signalisation, puis tous les accès, des nouveaux trottoirs là, qui vont être bâtis là, en conséquence, de manière temporaire, vont être maintenus accessibles universellement et la signalisation effectuée en conséquence. Ensuite, on travaille étroitement là, avec le SPVM pour s'assurer là, que là où on a besoin d'une vigie là, de manière préventive, que soit brigadier ou de la surveillance policière soit disponible à des moments clés là, dans les périodes de transition. Donc, on comprendra qu'on va s'installer de manière progressive. Ça va demander de la communication, de la prévention, mais également une certaine adaptation là, de tous les parties. Donc, si je poursuis. Donc, différentes mesures d'atténuation, je vous en ai nommé quelques-unes, mais je réitère. Présence de signaleurs. Donc, au moment où on va se mobiliser, là, quand on va avoir des entraves là, temporaires pour installer le périmètre du chantier, on assure présence de signaleurs pour assurer la sécurité et la mobilité aux endroits où il y a des interventions. Je réitère l'accessibilité universelle autour du chantier, des marquages au sol pour les traverses piétonnes, ainsi qu'une adaptation de la signalisation routière temporaire et une surveillance policière aux besoins, là, comme mentionné. Par la suite, aussi dans le maintien et gestion de la mobilité, là, je réitère l'accès à l'école et au CPE en tout temps. Également, la collaboration avec les services municipaux. Donc, on a des experts en mobilité qui travaillent avec les experts en mobilité également de la ville et aussi en cohérence avec le ministère des Transports là, à proximité de l'autoroute 25 et 40. Donc, on s'assure de la cohérence entre notre chantier du garage, les autres chantiers du PLB, ainsi que tous les autres travaux dans le secteur. Donc, nos plans de mobilité sont bien entendu revus et validés là, avec les différentes instances là, décisionnelles. On a comme démontré un encadrement des routes de camionnage pour limiter les impacts et assurer la sécurité là, plus que tout. Et pour ce qui est du stationnement, donc des travailleurs, pour le travailleur de chantier, là, on a l'entrepreneur là, qui va faire les travaux sur les lieux à sa charge d'assurer
l'accès du stationnement hors site pour ces ouvriers. Question de ne pas encombrer le stationnement sur les rues locales là, dans le secteur. Donc, ça, c'est une responsabilité qu'on exige à l'entrepreneur. Ensuite, en ce qui concerne des mesures d'atténuation, donc le bruit, la poussière et les vibrations. Tout d'abord, pour ce qui est du bruit, on assure le respect de la réglementation municipale sur le bruit. Également, sur le périmètre du chantier, vous allez peut-être l'observer là, du côté des édicules là, qui se sont installés près de chez vous là, à Anjou, la construction là, de murs anti-bruit. Également, pour ce qui est du camionnage, on exige des alarmes de recul des camions à bruit blanc. Donc, ça, habituellement, peut-être vous êtes plus habitué au bip, bip, bip des alarmes de recul de camions, mais ça, on exige que ce soit un bruit blanc qui est plus un chuchotement, là, un tch, qui va se mêler là, au bruit ambiant local. Donc, on sait que c'est bruyant là, au niveau de l'autoroute 40 et 25, là, mais on assure de ne pas empirer la situation là, de ce côté-là. Au niveau de la gestion de la poussière, donc des toiles anti-poussière pour retenir l'ensemble de la poussière à l'intérieur du site, limiter sa sortie à l'extérieur. Également, on a des postes de nettoyage des camions, arrosage par camion-citerne et également un nettoyage aux abords du chantier là, advenant que ça sorte du périmètre du chantier. À l'intérieur du site que je vous ai montré, je vous ai pointé la circulation à l'intérieur du site. Donc, la principale route de circulation sur le terrain sera asphaltée pour éviter le lever de la poussière à l'intérieur du périmètre. Pour ce qui est des vibrations, certains résidents là, sur un périmètre autour du chantier ont déjà été contactés. Il y a des pré-inspections qui ont été réalisées. Il y a également un suivi des vibrations en temps réel. Et ensuite, pour ce qui est du microdynamitage, David en a parlé un petit peu plus tôt. Là, pour le moment, on ne prévoit pas de microdynamitage dans le secteur. Par contre, si jamais on a besoin, on va procéder à une distribution là, comme mesure préventive de distribution de détecteurs de monoxyde de carbone. Ce qu'on voit ici, c'est un exemple du côté intérieur d'un mur anti-bruit. Donc, on voit que c'est un bâti de bois d'une hauteur assez élevée avec de la laine isolante pour assurer d'absorber le bruit et de le limiter à l'intérieur du périmètre de chantier. De l'autre côté, ce que vous allez voir, c'est un exemple d'un mur de périmètre de chantier avec le graphisme du PLB. Ça aussi, vous pouvez l'observer sur d'autres chantiers à l'ouest du PLB. Une particularité pour le périmètre du garage, sur la rue de la Roche-sur-Yon, du côté nord du parc Pelcy, le long du site Transco, on prévoit installer là, un balcon d'observation pour le public, pour pouvoir observer là, en temps réel là, pour les curieux l'avancement des travaux, là, puis les activités qui sont à l'intérieur du périmètre. Maintenant, les prochaines étapes. On sait que les travaux, l'échéancier là, peut paraître long. Toutefois, sachez qu'on a beaucoup d'interventions là, à faire avant d'arriver à une mise en service du métro et accueillir le premier passager de la ligne bleue en 2031. Donc, tout d'abord, comme on vous le mentionne, si on est là aujourd'hui, c'est parce que ça va bien. Les travaux d'excavation sur les autres stations ont déjà débuté. Et du côté du garage également, on débute dès cet été. Donc, on débute avec les travaux d'excavation.
puis bétonnage primaire. Et ensuite, on va poursuivre avec les travaux de structure donc, et d'architecture, bétonnage, puis ainsi que les systèmes électromécaniques. À ça, en parallèle, on effectue les travaux d'énergie donc pour alimenter l'ensemble du métro et également les travaux de voies qui permettent là, de faire circuler les trains. Et à la toute fin, ben, les systèmes de contrôle de train. On va procéder comme dernière étape à la mise en service là, des équipements, donc tous ces équipements ensemble, faire des essais dynamiques, aussi des marches à blanc du métro. Donc, on fait rouler les trains à l'intérieur des tunnels pour s'assurer que tout est prêt et sécuritaire à accueillir les premiers passagers du prolongement de la ligne bleue. Quelques dévoilements à venir. Donc, restez à l'affût des bulletins de communication, autant général que spécifiques là, pour le secteur. Il va y avoir des dévoilements de nom de station ainsi que dévoilement du nom du tunnelier. Aussi les différents concepts architecturaux, autant pour les stations que les structures hors terre là, du garage, et aussi les œuvres d'art qui vont être conçus là, par les artistes qui ont déjà été sélectionnés là, pour les stations. Donc, c'est un projet ancré dans la communauté. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on tient à vous informer au fur et à mesure là, pour communiquer avec vous en amont des étapes importantes qui s'en viennent dans votre quartier, établir un lien de proximité avec vous, les résidents, et faire preuve de transparence. On veut aussi se montrer à l'écoute des préoccupations de la communauté, puis coordonner en permanence nos actions avec les services municipaux, comme vous savez, agir là, de manière cohérente et concertée. Donc, pour ça, notre manière d'être en relation avec la communauté locale, il y a l'équipe d'agents de liaison là, qui sont avec nous aujourd'hui. Des séances d'information comme aujourd'hui et comme il y en a eu également dans le passé. Un comité de bon voisinage, donc il n'y a pas encore de comité de bon voisinage pour votre secteur, mais on va en créer un. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à écrire à l'adresse PLB là, qui va s'être affichée à l'écran à la prochaine diapositive pour démontrer votre intérêt à faire partie du comité de bon voisinage. Également, vous allez voir nos équipes dans les fêtes citoyennes et aussi des communications là, plus personnalisées avec certains riverains aux besoins. Donc, pour rester informé sur le projet, le site web, bulletin électronique général, et je vous encourage aussi beaucoup à vous inscrire au bulletin électronique ciblé du secteur garage pour rester informé sur les entraves, quand est-ce qu'ils vont arriver là, autour de votre chantier. Ça va être le meilleur moyen là, d'être en lien avec vous, en plus des bulletins là, que certains pourraient recevoir par la poste. Le téléphone au service à la clientèle, le lien direct, ainsi que l'équipe d'agents de liaison aussi là, pour le comité de bon voisinage. Voilà, merci. C'était tout pour ma partie. Je donne la parole à Benoît là, pour la période des questions. Et merci beaucoup, Ala, et merci à David pour cette présentation, ma foi, fort instructive. Et oui, c'est vrai, on entame maintenant la période de questions. On vous rappelle que vous pouvez poser votre question si vous êtes sur un ordinateur, vous le voyez à l'écran, en cliquant sur l'icône de bulle où il est inscrit Q&R. Donc, c'est en haut de votre écran. Et si vous êtes sur votre cellulaire, vous pouvez également poser votre question en cliquant sur les 3 points en bas à droite et ensuite sur Q et R et poser une question. Voilà, on l'affiche à l'écran actuellement. On va tenter, bien sûr, de répondre à toutes les questions. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, vous avez eu des problèmes techniques ou vos questions n'auraient pas été traitées, vous pourrez toujours vous écrire à l'adresse courriel qu'on vient de mentionner, liaison@projetlignebleu.info.
Voilà, donc je passe, moi de mon côté, on a un fichier, on a effectivement plusieurs questions qui nous ont été posées de manière virtuelle. Et je vais commencer une première question pour David. Avec les travaux toujours en cours, le tunnel La Fontaine, également la circulation intense autour de la place Versailles, les rues environnantes, comment allez-vous empêcher davantage de fermeture de routes dans le secteur, des travaux, etc., etc., donc qui pourrait impacter, pardon, la circulation? Premièrement, nos différentes fermetures qui ont lieu pour la station Anjou à l'est ou à l'ouest sont déjà en place. On n'ajoute pas beaucoup de camionnage supplémentaire. Il faut comprendre que d'escaver du roc, c'est pas des grandes quantités qu'on escave à tous les jours. Donc, on ne devrait pas apporter de nouvelles, beaucoup de circulation supplémentaire. On a déjà accès aux différentes voies de service, donc on est très près. On ne sera pas dans les rues, dans les rues résidentielles. Également, on est vraiment en contact avec le ministère des Transports, le MTQ, par rapport aux travaux qui s'exécutent présentement au tunnel ou ailleurs autour, même avec la ville, pour s'assurer de coordonner nos interventions. Il y a même des interventions, en fin de compte, qui sont retardées par le ministère ou par la ville en considérant nos entraves qu'on fait présentement pour ne pas nous ajouter. Donc, on a vraiment un lien avec eux quotidien. Merci beaucoup. Passons à une autre question. Cette fois, en fait, non, toujours pour David. Ben, c'est ça, les environs d'Anjou. On parle ici là, de la rue de Boucherville, le boulevard des Roseraies, le boulevard Yves-Prévost, le boulevard de Hippolyte-Lafontaine. Donc, toutes des routes qui sont des artères majeures d'Anjou. Toute fermeture de ces routes-là, ben, ça rendrait très difficile la sortie et l'entrée à Anjou. Alors, comment est-ce qu'on va atténuer ces fermetures-là et d'abord, est-ce qu'il y aura des fermetures là, sur ces axes-là? OK. Ben, il n'y a pas de fermeture de prévu. Les seuls qui ont eu lieu, ils sont déjà en cours. On prend comme exemple la finalité de Roseraies qui est à l'ouest de la 25. Il y a même déjà un nouveau chemin qui a été créé à travers les galeries d'Anjou, en fin de compte, pour remplacer ce qu'on a fermé. Mais il n'y a pas de fermeture supplémentaire. Sinon, ça va être vraiment des fermetures ponctuelles pour des éléments, mais à date, il n'y a rien de prévu de cette façon-là. Donc, les fermetures que vous voyez, ils sont déjà actives. Et comme je vous dis, plus les entraves qui sont faites sont déjà actives. Les fermetures, c'est à travers les petites rues résidentielles, comme Ala tantôt le montrer, mais on crée une rue pour compenser présentement. Excellent. Question pour Alain maintenant. On nous demande est-ce que l'accès, ben, enfin, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais peut-être répéter, l'accès à la rue La Roche-sur-Yon, à côté là, de l'école Wilfrid Pelletier, annexe. Donc, on précise annexe. Alors, est-ce que l'accès sur La Roche-sur-Yon, ce sera affecté par les travaux? Donc, l'accès à l'école et au CPE demeure en tout temps. C'est seulement l'entrave au niveau de La Roche-sur-Yon, juste au nord du parc Telsy. Donc, la circulation autour de l'école, comme on le montre à l'écran avec la flèche bleue, la rue temporaire en bleu, et le sens unique qui est indiqué en jaune de La Roche-sur-Yon au sud et sur Prémolière là, dans la direction ouest. Donc, la circulation est maintenue autour de l'école. Question qui nous est posée, on a répondu un peu tout à l'heure, mais peut-être tu auras d'autres précisions. Donc, la personne nous dit qu'elle habite près de la voie de service du boulevard Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y a déjà beaucoup de poussière et de bruit, évidemment, à cause de l'autoroute. Quel plan et stratégie qu'on met en place pour, en fait, là, pour qu'il y ait de moins possible de pollution ajoutée? Le bruit, notamment, donc les gens s'inquiètent du bruit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire davantage par rapport à ça, Alain?
Ben, j'espère avoir répondu à la question dans la présentation, mais je réitère, là, oui, exactement, merci pour la diapositive. Donc, oui, il y a le respect de la réglementation municipale, donc ça, c'est le maintien principal. Et pour ça, ben, on y arrive en instaurant des murs anti-bruit aux alentours du chantier, comme on l'a montré un peu plus tôt là, dans les diapositives, puis comme on le voit également à l'exemple de la mobilisation des autres chantiers avec la laine isolante et la hauteur des murs qui permettent de maintenir les nuisances, là, donc bruit, poussière à l'intérieur du périmètre du chantier. Donc, c'est la mesure principalement utilisée. Et Je les pourrais alarmes de aussi, recul à blanc, bien entendu. puis je pourrais quand même ajouter qu'on a des capteurs qui viennent Ouais, autant capter le niveau de poussière en suspension. Donc, c'est pas juste une perception. Il y a vraiment des outils qui existent pour être capable de bien mesurer est-ce qu'il y a des poussières en suspension. tout à fait. Idem pour le bruit, on a des sonomètres qui sont calibrés. Donc, c'est tous des outils qu'on installe au Porto pour s'assurer que nos travaux respectent ce qu'on a dit qu'on allait faire. Tout à fait. Tout à fait. Oui, je crois même que ce sera possible, là. En fait, je ne sais pas, tout dépendant des endroits, mais il y a certains de ces instruments qui sont placés là, chez des riverains, si on veut. Donc, si jamais là, on vous offre d'accueillir ces équipements-là, ben, n'hésitez pas, ça aide dans le fond à réaliser un meilleur projet pour tout le monde. D'autres questions, d'ailleurs, on vous avait dit qu'on avait reçu des questions, et il y en a d'autres qui entrent à l'instant même. On nous demande, et en fait, dans ce cas-ci, alors je crois que tu pourrais peut-être nous informer davantage, la période d'excavation des garages, ça va durer combien de temps? Ouais. Puis le chantier là, dans le parc Talcy, combien de temps ça va durer? Oui, tout à fait. Ben, je vais commencer par la période d'excavation des garages. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la première étape va être de s'installer, donc de se mobiliser. Ça va être fait qui va débuter cet été et s'échelonner jusqu'à l'automne, incluant la construction de la rue temporaire. Par la suite, commenceront les premiers travaux d'excavation, dès la fin de l'automne, début d'hiver. Donc, c'est les trois puits principaux. Donc, cette étape-là va durer à peu près 18 mois. Et une fois cette étape-là réalisée, ben, sachez que le périmètre, lui, il reste en place jusqu'à la toute fin des travaux, jusqu'à même la mise en service là, du métro. Donc, on est là jusqu'en 2030-2031 même. Et on pourra débuter les travaux d'excavation de tunnels, donc un autre 18 mois. Par la suite, quand tout ça est terminé, ben, comme je vous l'ai montré, il y a la mise en service et l'installation là, des équipements en parallèle. Donc, nous, on a besoin des puits d'accès, particulièrement celui du parc Talcy, jusqu'à ce que tout l'équipement soit rentré là, à l'intérieur du tunnel. Là, par exemple, les voies, là, même si les travaux de construction, d'excavation de garage sont terminés, on garde ces accès-là pour pouvoir rentrer, sortir là, le matériel à travers le puits. Une fois ça c'est terminé, ben, on va pouvoir fermer le faisceau et remettre là, le parc en parc là, à la fin des travaux. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, c'est à peu près jusqu'en 2031. Merci. Enfin, toujours concernant les travaux, il y a d'autres thèmes aussi, bien sûr, qu'on va aborder. Mais si on continue avec les travaux, est-ce qu'il y a des retards actuellement, jusqu'à présent, qui modifient l'échéancier? David, est-ce qu'on a des retards dans les travaux jusqu'à présent? Non, on n'a pas de retard, c'est-à-dire que présentement, on a tous les travaux d'excavation et le dernier qui était à lancer est celui vraiment au garage. Donc, tous les travaux d'excavation sont dans les temps. Même tantôt, je parlais on a un secteur qui est la station L'Angelier qui est en avance sur son échéancier. Mais encore là, on est encore tout jeune. Là, on a 6 mois, 6 à 9 mois de fait sur un projet qui va s'étirer sur 7 ans. Là. Mais présentement,
tout est ouvert, puis ça va bien. Puis, comme je vous le dis, la campagne de forage pour aller chercher la qualité et comment le roc se composait nous aide beaucoup à avoir prévu tous les enjeux qu'on pouvait vivre là, dans ces étapes-là. Fait que je suis confiant présentement qu'on va réussir dans les délais qu'on a donnés. On nous demande le lieu en face de la bibliothèque Jean Corbeil. Est-ce que c'est une sortie de métro? Donc, on est curieux, on aimerait savoir donc qu'est-ce qu'il va y avoir en face de la bibliothèque Jean Corbeil. C'est au coin, c'est à l'intersection de la voie de service. Les deux sorties, c'est au coin de, là, je vais dire Bourgneuf puis voie de service. Ça va être vraiment une sortie de métro, donc un édicule, ce qu'on appelle un bâtiment de sortie de métro. Okay. Donc, ça va être l'accès de métro qui va desservir le secteur là, où sont les résidents là, autour du garage, là, du secteur est de la 25. On nous pose la question, en fait, on l'a répondu tout à l'heure, mais on peut peut-être répéter concernant les noms des stations. On a vu là, que les noms, c'était des noms temporaires sur le plan. Quand pourrons-nous connaître précisément là, les noms des stations et les concepts architecturaux, David? Les noms de stations vont être connus dans les prochains mois, je vous dirais, au courant de l'été ou sa fin de l'été. Donc, il va y avoir vraiment la divulgation des noms de stations. Quand même, c'est un processus qui est quand même rigoureux, puis ça passe à travers un comité de toponymie, etc. Donc, ça prend quand même un peu de temps, mais ça s'en vient là. Continue toujours quelques questions avec les travaux. Bon, la zone de chantier, elle est définie. Est-ce qu'il peut arriver parfois qu'un plan d'entrave soit modifié, qu'une zone soit relocalisée en cours de projet aux années prévues, par exemple? Je ne sais pas si David, on a une réponse à ça. Nos emprises, nos grandes emprises, où est-ce que vraiment les glissières, c'est pas mal l'emprise qu'on va avoir durant tous les travaux. Donc, on est allé chercher le maximum et le minimum d'espace nécessaire pour réaliser. Encore là, des fois, on découvre des petites surprises comme un égout qui était plus au plan, etc. Mais présentement, on n'a pas eu beaucoup de ces surprises-là. Donc, je vous dirais que présentement, les entraves que vous voyez vont rester là pendant un bout de temps, mais on ne devrait pas aller faire d'entraves supplémentaires. Sinon, ils vont être annoncés. Il y a des plans qui sont mis en place, puis si ça vient qu'à affecter la circulation, il va y avoir des plans de mobilisation. Autre question, toujours concernant les travaux est-ce que, je ne sais pas si on a mentionné les heures des travaux, est-ce que c'est tous les jours, est-ce qu'il y en a la fin de semaine aussi, la nuit, comment ça va se passer là, du côté Anjou? Du côté de la première phase là, des travaux, c'est-à-dire les puits, normalement, on devrait être en horaire de jour. Là. Donc, encore une fois, on respecte les horaires sur les bruits là-dessus. Il se peut que dans d'autres phases, quand on va être rendu sous terre, donc vraiment dans le tunnelier, on puisse continuer là, sur des horaires plus étendus de 7 jours, même de soir et de nuit. Mais normalement, ces travaux-là ne devraient pas, une fois qu'on est rendu à 30 mètres là, sous le sol, là, ces travaux-là ne devraient pas générer de nuisances. Donc, bien entendu, là, tout ce qui est circulation en surface, là, on fait attention au bruit par rapport à ça. Là, donc, c'est vraiment plus un horaire normal au début, puis ensuite, ben, une fois sous terre, on permet là, des horaires pour assurer l'accélération des travaux sur plusieurs jours et plusieurs quarts de travail. Merci. On demande une précision, le puits d'excavation du parc Talcy, dans les dimensions approximatives, est-ce qu'on a une petite idée de ce que ça peut représenter? Question très Les technique. dimensions approximatives. Je sais pas.
J'ai pas entre les mains les dimensions, mais on peut dire qu'on occupe peut-être le trou, c'est peut-être à peu près le quart du parc, là, de manière Voilà. proportionnelle. C'est Mhm. juste pour excaver ça, ben, il faut assurer là, une certaine circulation là, autour pour la sécurité là, des véhicules et des travailleurs. Là. Donc, le puits en tant que tel, lui, respecte là, disons, la géométrie là, du faisceau que vous avez vu tantôt. Pour vous donner là, une idée de la dimension de la géométrie là, du puits. Excellent. Je ne crois pas là, qu'on voulait avoir une réponse là, en mètres ou en centimètres, là, mais effectivement, je pense que ça explique bien là, l'envergure, si on veut, de cette excavation-là. Retour sur le bruit, on nous dit, bon, côté d'Angelier, ça serait un peu bruyant. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même quantité de bruit du côté du parc Talcy, David, peut-être? Ben, c'est deux situations un peu différentes. Il faut savoir que du côté de l'Angélie, il y a un secteur qui est plus, on va dire, je vais appeler ça résidentiel, puis un secteur qui est plus commercial. Donc, les normes ne sont pas les mêmes. Donc, on prend comme exemple, il y a un secteur où est-ce qu'on a un mur anti-bruit, puisqu'on a vraiment un respect à faire, tandis qu'il y a un secteur qui a juste des toiles parce qu'on n'avait pas d'enjeu à cet endroit. On avait moins d'enjeux de limitation au niveau du bruit, là. Donc, c'est à prendre en considération. Mais encore là, on prend comme exemple, s'il y a des enjeux au niveau du bruit, il y a des mesures, qui sont à mettre en place pour atténuer encore plus à la source. Donc, souvent, ça vient soit augmenter la hauteur du bruit, soit aller mettre des paravents encore plus autour des équipements. Donc, c'est tous les éléments qu'on suit avec nos équipes qui sont sur le niveau, en fin de compte, acoustique qu'on appelle. Dernière question concernant, en tout cas pour l'instant, pour les travaux, je pense qu'on a mentionné tout à l'heure, donc la durée des travaux d'excavation en termes de mois, d'années, alors, c'était... Oui, ben, comme je le mentionnais tantôt, les pluies, un 18 mois à compter de la fin de l'automne, puis ensuite un autre 18 mois pour les tunnels. Puis je dirais peut-être on va être en excavation puis bétonnage jusqu'en 2028 environ, puis 2029 là pour après coup ben, intégrer l'ensemble des systèmes, comme on l'a mentionné, les voies, puis toute l'énergie, les tests et tout. Donc, on est à peu près là, d'excavation à 3 ans, puis ensuite là, le bétonnage en parallèle. Qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure. Là. Quand on finit d'excaver un tunnel, ben là, l'équipement recule, puis là, après ça, on fait le bétonnage pendant qu'on excave un autre tunnel. Donc, c'est par séquence, là, mais il y a des activités parallèles qui peuvent se faire là, dans ces séquences-là. Excellent. On nous demande, David, est-ce qu'on peut visiter le chantier du tunnel? Présentement, non. Il faut savoir que c'est des chantiers qui ont quand même des risques parce que c'est un chantier qui va être souterrain. C'est un chantier où il y a beaucoup d'équipements. Juste pour vous dire, un travailleur qui vient travailler sur le site a 2 heures de formation avant de mettre le pied sur le chantier. Donc, juste pour vous dire, c'est des gens qui sont déjà très compétents dans leur tâche et qui connaissent les grands chantiers. Je vous invite, on met en place, puis c'est déjà en place sur différents sites du prolongement de la ligne bleue, il y a des belles bédages. C'est un endroit où est-ce que, au lieu d'être un mur anti-bruit, il y a comme une zone grillagée ou haute qui fait en sorte que vous avez un beau point de vue sur le chantier. Puis il faut savoir que présentement, le chantier, même à des endroits, vu qu'on est en train de faire des forages, etc. Donc, on a même des gens qui travaillent avec des masques, donc qui sont proches des activités. Donc, c'est pour ça que les visiteurs ne sont pas admis. Plus loin, quand on va être rendu plus loin, notre but, c'est de faire des concours, ces choses-là, mais ça ne sera pas des visites at large. Là, ça va être vraiment à travers soit des concours qu'on va être capable de faire des visites ponctuelles. Mais je vous dirais, suivez nos sites. On montre souvent des photos de nos avancements. Allez autour du site. Il va y avoir des belvédères. On va essayer de vous tenir au courant là, parce qu'il faut comprendre qu'à un certain moment,
Les gens qui sont en surface vont dire qu'il ne se passe plus rien, on ne voit plus d'avancement, mais c'est à cause qu'on va travailler sous terre à ce moment-là. Donc, à un certain moment, nos stations ne peuvent pas se construire tant qu'on n'a pas assez avancé le souterrain. Donc, pour plusieurs, ça va être très, très transparent, là. Merci. Parlons de stationnement. On a parlé tout à l'heure, bon, l'entrepreneur là, qui va se charger là, d'aménager un stationnement là, pour ses employés. Est-ce qu'on aura besoin de vignettes du côté des résidents du secteur, David? Présentement, c'est des éléments qu'on est en démarche. Il n'y aura pas de nouvelles vignettes présentement qui vont être émises pour dire que c'est des gens du secteur. Ceux qui sont déjà en place, s'il y a des zones de vignettes qui sont là, ils vont être maintenus. Nous, on est en constante collaboration avec autant la ville-centre que l'arrondissement par rapport aux différents besoins qui se créent, aux différents enjeux qu'il y a. Donc, si à un certain moment, il y a des zones qui n'ont pas de vignettes, qu'il faudrait avoir des vignettes ou d'autres méthodes, parce que les vignettes ne sont pas toujours la bonne méthode, mais on va avoir cette information-là puis avec nos partenaires, donc c'est-à-dire autant l'arrondissement que la ville, on va regarder pour trouver une solution. Merci. On nous demande alors concernant le parc Talcy, les autres parcs aux alentours, qu'est-ce qui va arriver avec les parcs entre les places Arundel, Potché et Potché-Bayeux? Bayeux, pardon. Je ne sais pas là, si on a de l'information concernant ces parcs-là. Ce que j'ai mentionné en début de présentation, en fait, je vous ai présenté différents emplacements de structures auxiliaires. Donc, en effet, il y a une structure auxiliaire dont les travaux devraient débuter plus tard, là, en 2026 ou 2027. Donc, sur de Bayeux, donc on reviendra vous présenter là, les interventions le plus spécifiques. Là, ça ne sera pas aussi invasif que ce qu'on vous présente ici. Là, c'est une structure. Donc, vous aurez une séance d'information là, à ce moment-là. Mais on le voit là, sur le plan qu'on vous a présenté en début de rencontre. Très bien. Parlons bus, David, on nous demande quand se fera le retour du bus 141 sur la rue Jean Talon. Et, il va y avoir, l'autobus va revenir sur la rue Jean Talon à la fin, quand on va rouvrir, quand on va enlever notre entrave sur les différents sites de la rue Jean Talon. Donc, on parle de possiblement 2030. Mais à ce moment-là, il faut savoir que la refonte va être nécessaire parce que avec l'arrivée des futures stations, le besoin de la 141, qui était la ligne ou une des lignes les plus achalandées de Montréal, ne sera plus le même puisque les gens vont utiliser le métro. Donc, quand les stations vont être remises en service, ben, il va y avoir une refonte aussi du réseau là, dans ce secteur-là. Mais notre but, c'est à partir du moment qu'on est capable d'enlever nos entraves sur la rue Jean-Talon, puis pas juste une, d'enlever quelques-unes pour faire en sorte de ramener l'autobus qu'on a dévié sur la Bélanger dans une voie réservée. On veut la ramener, là. C'est le plus tôt possible avec le mieux. Mais présentement, je vous dirais, pas dans une horizon avant 2030. Concernant, en fait, là, de l'autre côté de la 25, actuellement, il y a une entrave partielle à l'arrêt de Châteauneuf et Louis-H. Lafontaine, mais est-ce qu'il y aura d'autres impacts pour les usagers des autobus 141, 85 et 28? Les impacts sont déjà mis en place, donc ce qui avait à être modifié, c'est déjà en place. Excellent. Excellent. En fait, on nous demande aussi, est-ce qu'il va y avoir des supports à vélo près des éticules? Oui, il va en avoir aux deux édicules est et ouest des supports à vélo. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions concernant Anjou, mais il y a une question, David, concernant la station au point de P9. Donc, je ne sais pas si on peut y répondre, peut-être. On nous demande quand que va débuter la construction de l'éticule en diagonale, donc l'éticule secondaire. Sûrement en 2027, environ, de 2027 que l'édicule va être faite. Faut savoir que l'édicule va faire partie d'un contrat qui est plus global, qui va comprendre également le bâtiment principal. Donc, après ça, c'est plus une stratégie du futur constructeur de voir par où il commence pour garder ses accès. Mais il y a déjà, faut savoir qu'il y a déjà
une portion qui a été réalisée quand on a fait le tunnel du SRB. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà une petite portion qui est réalisée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude aux gens. On ne rouvre pas la rue Pineuf. La rue Pineuf reste. On ne rouvre pas dans le sens qu'on ne rescave pas la rue Pineuf. Tout est déjà réalisé de ce côté-là. Excellent, excellent. Donc, pour l'instant, on regarde, on veut s'assurer là, que s'il y a des nouvelles questions, de ne pas les manquer. Pour l'instant, je n'en vois pas dans le tableau. Peut-être quelques secondes avant de conclure. Il semblerait que oui, que nous aurions une nouvelle question. Peut-être la dernière. Je vais voir ce qui est arrivé dans le tableau. Je regarde, je ne la vois pas. Ça ne saurait tarder. Ah, je la vois. Bon, en fait, on a un petit peu déjà répondu en fait à cette question-là concernant la poussière, les moyens pour l'atténuation. Peut-être revenir un peu là-dessus, Ala. Oui, comme on l'a mentionné, donc le périmètre du chantier, non seulement les murs anti-bruit, mais également des toiles anti-poussière, un nettoyage régulier de la chaussée, des routes asphaltées dans les voies principales de circulation du chantier, mais également, comme le mentionnait David un peu plus tôt, des capteurs de poussière pour s'assurer que les niveaux là, sont mesurés, contrôlé et maintenu en deçà des seuils. Donc, même chose pour le bruit. Un élément aussi qui est mis en place sur plusieurs déjà chantiers, c'est des stations de lavage des camions, des roues des camions avant la sortie. Donc, ça l'aide beaucoup là, à réduire encore plus la poussière, parce que souvent, c'est la poussière qui est sortie par les premiers camions. On a aussi une certaine vigie sur la poussière dans les rues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des balais de rue qui sont mises à contribution pour s'assurer que ça ne soit pas dispersé. Exact. Très bien. On nous demande encore si les citoyens peuvent pourront visiter éventuellement le chantier. Comme tu le mentionnais, David, là, on va inviter les gens là, à regarder là, à travers, bon, il va y avoir certains endroits le long des clôtures là, de chantier, des petits espaces là, où on pourra avoir une vue plongeante sur certains secteurs, mais bon, plus tard dans le, dans le projet, peut-être qu'effectivement, il y aura des visites. Une fois que c'est bétonné, peut-être, ce sera plus sécuritaire. N'oublions pas, ce sont des chantiers et que un morceau de roc peut se défaire. Donc, évidemment, ça demande l'équipement de protection individuelle. Organiser de telles visites, ce n'est pas simple, mais bon. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter, David, de ce côté-là, mais toujours est-il qu'on prend en note la demande là, de cette personne. Je vous invite à aller vous inscrire à travers le projet lignebleu.info. Là. Après ça, il va y avoir vraiment des correspondances ciblées par rapport au site que vous voulez suivre. Si vous êtes près de Vidéo, vous pouvez suivre tout ce qui se passe à travers Vidéo. Fait que vous, pour Anjou, ça peut être la même chose. Là. C'est très intéressant. Là. Ça montre quand même les grandes étapes. Il faut savoir que euh, même si on dit qu'on va vite, ça reste qu'on est longtemps à escaver du roc. Fait que quand vous voyez une photo de roc, ben, la semaine d'après, ça va être encore la même chose. Là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est des grands jalons, là, comme Alain l'a dit, son grand jalon, ça va être quand on va finir les trous, les excavations, les puits donc verticales, ça va être quand on va partir à l'horizontale, qui va être une autre grande étape. Mais merci de votre curiosité. Oui, ça démontre l'intérêt pour le projet. On le sait, les gens sont curieux, c'est un beau projet. Alors, ben, écoutez, je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. C'est ce qui met fin à la séance d'information d'aujourd'hui. Comme on l'a mentionné, l'équipe du projet Ligne Bleue va revenir vous voir à plusieurs reprises tout au long du projet. D'ici là, ben, vous pouvez consulter notre page web projetlignebleu.info
vous inscrire à nos bulletins électroniques, David l'a mentionné. Vous pouvez choisir de recevoir les dernières nouvelles sur le projet dans son ensemble ou seulement sur le secteur qui vous intéresse. Et c'est vraiment le meilleur moyen de demeurer informé de l'avancement du projet, des travaux prévus et des tribunes d'information à venir. On l'indique à l'écran. N'hésitez pas à répondre à notre sondage d'appréciation avec le code que vous voyez. Et sur ce, merci aux présentateurs, David et Voilà, merci à tous pour votre participation, l'intérêt